On va passer aux questions avec la salle. On a 25 minutes. Voilà. Donc vous avez la possibilité de poser des questions aussi, de poser des questions donc, par SMS qui seront relayées, donc, je pense, par Franca. Donc une première question, toujours la première question de la journée qui est difficile. Et ça y est, Thierry. Merci. Merci pour votre intervention très intéressante. Donc Thierry Lebé, oui. Thierry Lebé, donc chargé de mission de la CFDT cadre, qualité de vie au travail et santé au travail. C'est justement de ce dont je voulais parler. En ce qui concerne les protections des données de santé, et là il y a un vrai dilemme parce qu'effectivement, pouvoir faire de la prévention, il faut avoir des données. Or, les données, elles sont très protégées. Enfin voilà, on tourne un peu en rond. Voilà, je voulais avoir votre avis. Peut-être une deuxième. Ouais. Peut-être une deuxième question. On va peut-être faire une deuxième question avant, sinon on y va direct. Ah, Stéphane. Oui, bonjour, Stéphane Chevet, secrétaire national Fédération F3C. Vous avez parlé des données. Alors, nous tous et nous toutes, nous sommes un peu comme des escargots, c'est-à-dire que comme l'escargot laisse de la bave et on voit où il est passé, eh bien, nous, avec nos nos téléphones, nous laissons des données partout. À chaque fois que nous utilisons notre téléphone, eh bien, notre parcours, nos données restent partout. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion au niveau de la CNIL et peut-être une réflexion plus large au niveau européen sur les données personnelles, sur la mort numérique. Vous en parliez tout à l'heure. En fait, lorsque on va mourir un jour, le plus tard possible évidemment, nos données, notre vie numérique et notre identité numérique va rester, elle, bien vivante. Est-ce qu'il y a une réflexion sur un tiers de confiance qui permettrait d'appuyer sur les différents boutons pour effacer justement cette vie numérique dès l'instant où il y a une demande un petit peu comme, je sais pas moi, une sorte de testament numérique de façon à effacer ces différentes traces et faire en sorte que les données que l'on juge étant intrinsèques à notre identité numérique peuvent être effacées. Et plus largement, est-ce qu'il y a une réflexion sur ce qui fonde, et là c'est peut-être plus une question aux juristes, ce qui fonde notre identité numérique. Je sais, moi, à titre individuel, ma personne, je sais quels sont ce qui fait mon identité, et notamment mon enveloppe humaine, mais je n'arrive pas à définir et quelles sont les données qui définissent mon identité numérique et quelles sont ces données qui m'appartiennent en vrai et qui appartiennent à d'autres. Alors, je me permets de réagir en premier avant de laisser la parole à monsieur le professeur. Alors, concernant la question des données de santé, le RGPD et plus largement la réglementation en matière de protection des données distingue entre toutes les données à caractère personnel d'un côté et les données à caractère personnel dites sensibles qui sont plus spécifiques de par les enjeux en fait qu'elles impliquent, qui bénéficient d'un encadrement particulier. Les données sensibles, vous allez très vite voir en fait pourquoi en fait ils ont un statut particulier. C'est les données relatives aux opinions politiques et syndicales, les données relatives à la santé des personnes, les données de biométrie, les autres données de ce type. Et puis leur qualification est légèrement différente, mais c'est aussi les données relatives aux infractions, les données relatives aux condamnations et des choses comme ça. Donc ces données-là ont un statut de protection plus particulier en fait dans la réglementation, plus spécifique, elles sont plus encadrées que les autres. Cet encadrement, il se fait à deux étapes. La première étape, c'est que par principe, leur traitement est interdit. Normalement, on ne peut pas traiter les données de santé, les données des opinions politiques, les données des origines ethniques ou raciales, etc. C'est un principe d'interdiction. Mais comme beaucoup de principes dans le droit, comme même tous les principes dans le droit, celui-ci souffre de certaines exceptions qui sont limitativement prévues par les textes, et notamment en matière de travail, il est prévu, de mémoire, je crois que c'est l'article 9.2b du Règlement général sur la protection des données,
il est prévu que lorsque un traitement de ces données est nécessaire, donc lorsqu'il faut les traiter, dans le contexte du travail, pour faire valoir des droits ou pour exercer pour se mettre en règle avec des obligations, soit celles de l'employeur, soit celles du salarié, leur traitement est possible moyennant un certain nombre de garanties fortes qui doivent être mises en place pour garantir les intérêts et les droits des personnes. Un exemple classique, un arrêt du travail. Donc, l'obligation de l'employeur, c'est de maintenir le salarié, de ne pas considérer qu'il est en abandon de poste du fait qu'il ne vient pas au travail. L'obligation du salarié, c'est de prévenir l'employeur du fait qu'il est en arrêt de travail, ce qui déclenche en fait le régime de protection spécifique dans ce cadre-là. En fait, on est en plein dans cette hypothèse visée par le RGPD, donc d'un traitement qui est nécessaire dans ce cadre-là. Et donc, on peut tout à fait le mettre en place moyennant des garanties fortes pour faire respecter en fait, les intérêts et les droits des personnes, de faire en sorte que ces données-là ne soient pas accessibles à tout le monde. Par rappel du principe de proportionnalité et de minimisation, on va s'empêcher de demander au salarié quelle est sa maladie particulière et quel est son pronostic à court et à moyen terme. On va juste savoir qu'il est, oui ou non, en congé pour des raisons médicales ou pas, et ainsi de suite. Donc vous avez en fait cet encadrement, et il ne concerne pas que le responsable du traitement employeur, il concerne aussi les organismes syndicaux, les IRP, tous les acteurs en fait concernés, lorsque de par vos missions, de par ce que vous faites, vous devez traiter ce genre de données. Je pense notamment à la prévention des risques psychosociaux, au traitement des alertes professionnelles, à des choses comme ça. Évidemment, vous avez la possibilité de les traiter. Et évidemment, puisque ce sont des données à un statut bien spécifique et qui peuvent entraîner des enjeux considérables en fait, pour les personnes concernées, il faut le faire avec des garanties fortes. Et en ce sens-là, je vous invite à vous rendre sur les sites de la Commission. Vous allez y trouver pas mal de choses sur la démarche, comment faire, avec des fiches pratiques, avec des guides, avec des référentiels, qui, pour une partie, seront revus prochainement. Pour une autre partie, ils le sont déjà. Donc, vous pouvez déjà en fait voir pas mal de choses. Et évidemment, si vous avez des questions plus particulières auxquelles vous ne trouvez pas de réponse ni dans le RGPD ni sur le site de la CNIL, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Concernant la deuxième question sur la mort numérique, je crois que c'était en 2004 que, à l'occasion d'une mise à jour, d'une modification de la loi informatique et liberté, qui était introduit en droit français le concept de possibilité de prévoir lors de son vivant le sort de ses propres données personnelles après sa mort, donc faire une espèce de testament. Donc cette idée, elle a été introduite en droit français, je crois, en 2004, de mémoire, et elle participe en fait à cette réflexion qui justement a été menée, qui va peut-être devoir être approfondie, surtout avec une meilleure prise de conscience de tous les enjeux que ça peut avoir, avec aussi des choses, des usages très, très particuliers qu'on constate aujourd'hui, par exemple avec les données génétiques, où une donnée génétique est une donnée personnelle, sauf qu'elle ne concerne pas que la personne dont elle émane. On peut aujourd'hui, avec des données génétiques qui ont été compilées par certaines sociétés privées pour des choses finalement utiles. Enfin, vous pouvez envoyer un peu de votre salive pour savoir en fait, si vous êtes susceptible de développer telle ou telle maladie en fait, passé un certain âge. Et ben, en fait, ces données qui sont conservées par les sociétés qui vous fournissent ce service permettent d'identifier indirectement vos cousins très éloignés. Et à terme, en fait, plus on aura accumulé en fait, ce type de données, plus
en fait, l'ensemble de la population sera potentiellement fiché avec ces choses-là. Je crois qu'il y a eu des études assez extraordinaires qui étaient produites là-dessus, qui disaient qu'il suffit d'une couverture de 2% de population pour pouvoir identifier quelque chose comme 80% de personnes dans leur ensemble. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui ne concerne pas que la personne qui elle-même fournit les données, mais les autres personnes qui peuvent en être impactées également. Mais du coup, pour revenir à votre question, je pense que ce genre de situation n'est pas encore pleinement conceptualisé ni au niveau du législateur, ni au niveau doctrinal, et que c'est un travail en continu qu'il faut encore mener. Pour autant, je pense que déjà dans la réglementation d'aujourd'hui, on trouve des pistes de réponse sur comment faire face à ces difficultés. Par exemple, en faisant appel à quelque chose de très basique pour la protection des données, qui est le principe de minimisation des données et le principe de proportionnalité. En disant que si jamais vous avez un traitement qui est, par exemple, pour gérer les factures de quelqu'un ou pour offrir un service de réseau social à une personne ou pour le recrutement ou que sais-je. En fait, si vous avez une finalité spécifique et vous avez collecté des données pour cette finalité, une fois que cette finalité est épuisée, et avec la mort de personnes, sauf exception que j'imagine plutôt rare, cette finalité l'est, de facto, il incombe aux responsables de traitement de mettre en place des process, des politiques pour supprimer automatiquement, ou en tout cas rapidement, dans un délai raisonnable, ces données. Alors là, c'est évidemment le côté juridique. Après, comment ça va être fait dans les faits, permettez-moi, ça c'est une autre chose, mais on a quand même le RGPD qui prévoit des sanctions fortes en cas de non-respect des obligations du responsable de traitement, et notamment de celle-ci, parce que c'en est une. Et le RGPD peut être actionné pas uniquement par les autorités de contrôle, il peut également être actionné par exemple, les héritiers de la personne ou ses ayants droit de manière plus large. Donc, on a les instruments juridiques pour faire face à ces difficultés. Après, ça requiert une prise de conscience, une conceptualisation, un effort collectif en fait de défense des droits personnels. Oui, il y a deux sujets. Il y a les données sensibles et puis l'identité numérique. Sur les données sensibles, deux exemples. C'est clair que, enfin, à mon sens, l'action numéro 1 aujourd'hui, c'est la santé. Incontestablement. Bon. Et on ne va pas parler des assurances, mais vous imaginez, vous êtes assureur, vous avez l'ADN et l'IA, et vous dites la vie va devenir merveilleuse. Je vais assurer que les gens ils seront en bonne santé toute leur vie. Non, mais une sélection est tellement... En un mot, il y a un enjeu colossal de solidarité et de société, mais colossal. Bon. Mais ça, on n'en parlera pas, c'est les assurances, c'est pas le droit du travail. Moi, je ne fais que du droit du travail. Sur le droit du travail, bon, si vous travaillez avec des médecins du travail, en termes de données personnelles, je ne pense pas que la CNIL me désavouera. Il y a certains médecins du travail qui ont quand même, par rapport aux données extrêmement sensibles que sont les données de santé, qui sont parfois, sans être trop agressifs, on va dire un petit peu légers, quoi. En un mot, ils marquent sur leur propre Mac, voilà, il y a ça, c'est ça. Bon, en un mot, les données de santé, aujourd'hui, ça va de soi qu'il y a un cryptage qui doit, à mon avis, être absolument indispensable. Et puis, c'est ça la vraie vie, et c'est là où ça commence à devenir compliqué. Vous envoyez quelqu'un aux États-Unis pendant 3 mois. Et les États-Unis disent envoie-moi son dossier de santé, enfin son dossier en règle générale. Et donc il a un dossier, d'accord, y compris parfois crypté pour la santé. Vous l'expédiez aux États-Unis. Bah, c'est clair que là il y a un vrai, enfin je parle sous votre contrôle, il y a un énorme souci. Mais et on n'y pense même pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas ce réflexe, d'accord. Il y a des données et données sensibles. Les données sensibles, en clair, il faut pratiquement systématiquement les crypter. Et c'est là où vous, syndicalistes, je vous mets en garde, hein, parce que méfiez-vous, les leçons, ce n'est pas uniquement pour les autres. Je prends un exemple. Séquence panique. Vous signez un merveilleux accord, mais accès des syndicats à la messagerie électronique. Très à la mode. Et donc, vous dites, on va faire une liste de diffusion. Ah oui, pour éviter de diffuser ça en règle générale et vous sortir 800 trucs, fous-moi la pèse. Donc, liste de diffusion.
êtes-vous sûr que l'employeur, est-ce que cette liste de diffusion, vous la sauvegardez comme une liste extrêmement sensible, parce que ce n'est pas une adhésion syndicale, mais c'est une sympathie syndicale nécessairement. Et donc c'est hyper sensible. Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse gaffe à sa liste de diffusion. Deuxièmement, est-ce que l'employeur n'y a pas accès? Alors la réponse est bien sûr que non, jamais de la vie. C'est marqué dans l'accord c'est marqué l'employeur s'engage à ne pas chercher les personnes qui se connectent sur le site syndical ou qui, bon, à moins de faire un système d'information spécifique au syndicat, ce que l'employeur ne souhaite pas toujours, virgule, bon, ben, l'employeur peut avoir accès quand il veut, comme il veut, à l'ensemble des connexions, d'accord, sur le site ou la messagerie. Et ce sont des données hypersensibles, hypersensibles. Bon. Tout ça pour vous dire que, là encore, et c'est pour ça que, évidemment, on comprend très bien que les affichages syndicaux virtuels ou la messagerie, ça ne marche pas. Parce que les salariés et vos syndiqués, ils ont peur que l'employeur cherche à savoir comment. Voilà pourquoi il y a plus de sites Internet que de sites intranet. C'est la peur de se faire identifier. Et on le comprend très bien. Ça, c'est la première chose. Un mot sur les données sensibles, mais votre question sur la santé, à mon avis, la priorité, c'est la priorité des priorités. C'est, en matière de santé, il y a un souci de culture, de protection des données de santé. Deuxièmement, sur la question de l'identité numérique, il y a des solutions drastiques, mais un jour, il faudra qu'on y vienne. Comme c'est bientôt fini, on va se lâcher complètement. Si vous êtes parent, si vous voulez juste mourir, vous allez voir ce que sort votre fiston de 13 ans ou de fille de 14 ans sur les réseaux sociaux. Ça fait peur. Ça fait peur sur eux, ça fait peur sur leur vie sexuelle, leur vie familiale. En clair, toute la classe et même le proviseur est au courant que hier, papa s'engueulait avec maman sur les impôts. Il y a un vrai souci. Et donc, parmi les solutions absolument drastiques, quand on voit ce que disent des adolescents de 14 ans en pleine crise sentimentale, ça fait très très peur, mais extrêmement peur. Donc il y a deux solutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on devient majeur par exemple, avoir un effacement automatique? Alors il y a deux solutions drastiques. Un pseudo, d'accord? Tu n'as pas le droit de mettre ton vrai nom parce que ça te suivra au-delà. Bon, soit un pseudo, soit obtenir de l'ensemble des réseaux en question le fait que sur simple demande, à une date fixée, 18 ans par exemple, sur simple demande, d'accord, il y aura en principe avec un effacement global de tout ce qu'on a pu dire. La question, c'est que si j'étais méchant, je dirais qu'à 18 ans, on est encore un jeune adolescent, donc c'est bon. Mais en clair, il y a une transition à faire entre le monde universitaire, le monde du collège, du lycée et le monde professionnel, d'accord? Le monde professionnel, si vous voulez, quand on a accès à tout ce qui a été dit quand on avait 14 ans, c'est quand même extrêmement dangereux. Deuxièmement, et je rebondis sur votre question, et c'est là où votre identité, généralement, c'est vous qui la fixez. Je m'appelle machin, je suis né là, je suis bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Google, sur LinkedIn, etc., sur LinkedIn, c'est vous. Mais sur Google, c'est pas vous. L'essentiel des informations n'émane pas de vous. Elle émane des tiers, que vous ne maîtrisez pas du tout. Et en un mot, sur mon identité, je peux la fixer. Et là, grosso modo, c'est le but. Sur LinkedIn, on se fait un profil attractif, d'accord? Mais quelqu'un qui tape sur Google, peut-être que votre profil LinkedIn, il arrivera en 27e position et vous aurez des liens un petit peu étranges, d'accord, avec votre propre nom, qui renverront à des choses qui sont parfois, y compris sur le plan pénal, et ont été prescrites ou autres. Donc le problème de l'identité numérique, c'est qu'avant, c'est nous qui la fixions. Maintenant, c'est les tiers qui la fixent avec vous. Et vous n'avez aucun contrôle sur les tiers. C'est pas vous, j'apprendrai que si vous demandez à Facebook ou autre d'effacer les choses, c'est une paire de manches un peu compliquée. On prend une dernière question. Je vais frustrer les gens, j'en suis sûr. Oui, bonjour, Antonio Gonzalez, donc, du syndicat des banques Île-de-France. Et comme je n'ai pas écrit salaud de banquier sur Facebook, je travaille chez BNP Paribas aussi. Donc, chez BNP Paribas, on est en train Nobody's perfect. Voilà. On est en train d'arriver, mais je suis du côté obscur de la force, donc ça va. Chez BNP Paribas, on est en train d'arriver sur un peu mission impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. On vient d'avoir des mails, les RH communiquent maintenant auprès des salariés en ajoutant une mention. Dans le cadre de la RGPD, veuillez détruire ce message après lecture. Donc, on a les petites 4 phrases, 4 lignes après sur la RGPD. Donc, ça nous pose une question, nous, syndicales, c'est comment accompagner, défendre des gens lorsqu'on ne peut plus utiliser les mails qu'on leur a adressés avec des réponses parfois qui nous servent pour les accompagner et les défendre.
Je m'interroge sur la manière correcte de répondre à votre question. Mais personnellement, j'aimerais bien voir les dispositions spécifiques du RGPD à laquelle se référait le DRH ou la DRH qui a rédigé le mail en question. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un besoin de conserver les données et où ce besoin est légitime, licite, et que la personne est informée du fait que vous conservez les données, elle est informée de son droit de vous en demander la suppression dans certains cas, et ainsi de suite. Enfin, sous réserve, en gros, des dispositions du RGPD où vous pouvez tout à fait conserver pendant une durée raisonnable, en fonction de l'objectif poursuivi. Un exemple très... je suis étonné en fait d'entendre cette pratique. Ça relève, à mon sens, plutôt d'un scénario d'un film de James Bond où il faut brûler juste après avoir consulté, mais ce n'est pas du tout la logique du RGPD. La logique du RGPD, c'est de ne pas conserver un échange avec quelqu'un au-delà du délai pendant lequel ça peut être utile, au-delà du délai de la prescription lorsque ça peut être intéressant dans le cadre d'un procès, ou au-delà d'un délai raisonnable de gestion lorsque ces informations sont nécessaires pour la gestion de telle ou telle question. Mais il n'est pas question, sauf vraiment des cas extrêmement spécifiques, de détruire les informations de suite. À voir donc peut-être avec l'argumentaire qui est soutenu par le ou la DRH en question, mais a priori je ne vois pas en fait d'obligation de supprimer de suite. D'autant que tous les mails des grandes banques sont archivés pendant 5 ans, y compris les mails supprimés. Donc on peut supprimer les mails du service à de toute façon dans l'archive, on peut les retrouver. Parce qu'ils sont archivés. Donc demander de supprimer un mail dans le cadre d'une réglementation, ça n'a aucun effet parce que de toute façon, tous les mails, y compris ceux qui sont supprimés, sont concernés de l'ensemble. Donc tous les mails, je le dis pour les gens qui suivent par vidéo, donc tous les mails en fait sont conservés pendant 5 ans, donc de toute façon les supprimer ne sert strictement à rien puisqu'ils sont archivés pendant 5 ans. Voilà. Je vais demander à chacun de faire une petite phrase de conclusion. J'emmènerai une petite phrase de conclusion ou une grande phrase. 3 petites phrases. La première chose, c'est qu'on sera tous d'accord pour dire que l'IA, ça nous fait peur. Pour des tas de raisons. Pour raisons de connexion par rapport à notre formation initiale, si vous êtes plutôt sciences sociales, par rapport aux compétences qui sont demandées. Grosso modo, est-ce que l'IA va permettre de mettre au travail des personnes qui auparavant n'auraient pas pu y mettre? Et là, enfin, je pense aux banques, évidemment. L'IA, c'est comme une... Vous vous rendez compte? Vous avez vu le nombre de textes dans les banques? Le nombre de données que vous avez? Heureusement qu'il y a l'IA. Grosso modo, en termes de droit, aujourd'hui, un banquier ne pourrait plus gérer sa banque vu le nombre de textes européens, français, etc. Bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a l'IA. Je vais être très provoquant. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Il y a aussi la bêtise réelle et la bêtise artificielle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'IA, c'est un algorithme ou des algorithmes qui font que si nous, on ne rentre pas dans la boîte, l'IA peut vous donner des choses qui sont amusantes, si je suis courtois. Je donne un exemple qui était au programme que je ne pourrais pas traiter, virgule, n'est-ce pas Jérôme, virgule. C'était la justice prédictive. Alors, moi, en tant que prof de droit, si vous voulez, c'est énorme comme coup, mais c'est absolument énorme la justice prédictive. Mais c'est quoi en fait la justice prédictive? Ben, c'est le fait qu'on va prendre les 4 millions de décisions rendues par an en France, on va les mettre dans une grande lessiveuse de données, et tenez-vous bien pour les prud'hommes. Ça veut dire quoi? Je suis chef d'entreprise, je suis syndicaliste, je suis salarié. Je rentre, j'ai 37 ans, je suis dans la banque, ça fait 4 ans que je suis là. Je passe devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Et puis après, je m'amuse. Et si je passe à Laon? Et si je passe à Chalon-sur-Marne? De qui est composé deux syndicalistes du MEDEF ou du 1, puis en face CGT ou CFDT? Je croise ça, et ça me dit, alors, tu as 83 chances sur 100 sur le défaut de cause réelle sérieuse d'obtenir une moyenne de 152 000 € 28, d'accord? Ça, c'est la synthèse. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire en termes de négo? Ben, ça va tout changer, d'accord? C'est moi, si je suis chef d'entreprise et qu'on me dit il a 95 chances sur 100 de toucher moins de 2 000 €,
Si le salarié arrive en me disant « tu vas voir ce que tu vas voir, on va se retrouver au prud'homme », je réponds « pas cap ». Parce que ça va tout, en un mot là, c'est pas une justice prédictive, c'est une justice prévisible. Elle prédit rien. Et alors c'est là que, quand je vous parlais d'intelligence tout à fait artificielle et en fait assez bête, vous savez tous que les dommages et intérêts sont plafonnés. Et donc là, moi je ne suis pas au courant que c'est plafonné, je tape, machin, combien je vais toucher. Et donc je touche, Conseil de prud'homme de Paris, encadrement, égale 1, tu vas toucher 18 mois de salaire. Or, maintenant, c'est techniquement impossible, puisque c'est plafonné si je n'ai pas... Bon, en un mot, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la justice prédictive, ça ne fait que reproduire, d'accord, des choses qui sont... Mais j'insiste, 1, ça permet de savoir si on va négocier. 2, et là, excusez-moi, il faut voir les deux côtés. Côté entreprise, on se dit, mais c'est très intéressant, ça. C'est ce qu'on appelle la gestion économique des risques juridiques. Ah oui, eh oui. C'est que ça me dit, en fait, si je fais ça, ce qui n'est pas tout à fait dans les clous, ça me coûte ça. Et là, la réponse est, ça me coûte que ça. C'est le versant noir de la justice prédictive. Est-ce que ça ne va pas induire des comportements qui ne sont pas dans les clous en disant, c'est ce que pratique l'entreprise tous les jours. Dernière chose, il y avait les robots. Alors les robots, moi, mon idée de conclusion, j'ai bientôt fini, c'est... Votre sujet, c'est le meilleur. C'est même pas peur. Si on aborde ça individuellement, je vais perdre mon job. Collectivement, il va sur des postes. Et en face, rien n'avancera. Donc, et là je pense à un syndicat que vous connaissez bien qui est Ligue et Métal. Ligue et Métal, il l'a fait en Allemagne, mais vous l'avez fait dans certaines entreprises françaises. C'est l'idée de dire, avec l'entreprise, tradition allemande, avec l'entreprise, on va se prendre les services où c'est les paniques à bord, dans les banques. D'accord ? Ils disent, putain, dans 2 ans, on est tous morts parce qu'il y aura... bon. Et résultat, on nomme un expert, nouvelle techno, un expert, etc. Et on se dit, voilà, à 2 ans, on en sera là. Il n'y a pas de fantasme sur on va tous mourir. On fait une expertise de façon pas au doigt mouillé, comme on fait souvent. Et résultat, on rassure. Et si jamais il y a des postes supprimés, ça nous donne le temps, ce qu'on appelle la gestion des parcours professionnels. Donc, même pas peur, c'est important. Et puis sur les robots, même pas peur. Pourquoi ? Demandez à Charlie Chaplin. Est-ce que lui, ça lui aurait plu d'avoir quelqu'un qui lui évite de faire ça 500 fois par jour ? La réponse est bien sûr que oui. Les robots, ça va dérobotiser l'être humain. En soi, c'est une super bonne nouvelle. Super bonne nouvelle. Deuxièmement, les robots, ça commence déjà à relocaliser des trucs qui étaient partis en Chine. En un mot, les robots, c'est extrêmement troublant. C'est exceptionnellement troublant. Surtout les robots à IA forte. D'accord ? Mais malgré tout, si on démarre en disant les robots vont nous piquer notre emploi, mais ça va bloquer à tous les étages. Et je terminerai, parce que j'adore la langue française, on sent qu'on est dans une drôle de période. Hein. Je ne parle pas de la politique ou du syndicat. Mais en règle générale, on sent qu'on est entre deux trucs. Quoi. Et donc, si vous me permettez, je terminerai par Musset, qui était quand même un grand sentimental, mais un grand poète quand même. L'ancien monde n'est plus, le nouveau monde n'est pas advenu. Voilà le secret de nos mots. Un petit mot de conclusion ? C'est un sacré challenge dont je ne me sens pas tout à fait capable. Peut-être, oui, quelque chose de beaucoup plus prosaïque sur la perception qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, comme la perception qu'on peut avoir sur beaucoup de choses à la mode, le big data, la biométrie, les choses comme ça. C'est avant tout un outil peut-être un peu nouveau, mais c'est un outil de travail comme les ordinateurs qui étaient nouveaux à une certaine époque, comme l'Excel qui était nouveau à une certaine époque, comme l'Internet ou Minitel qui était nouveau à une certaine époque. C'est un outil de travail, ou plus exactement un outil qui peut servir à faire quelque chose. Ce qu'on en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs, de la compétence de celui qui le met en place, de la manière dont il fonctionne, des objectifs poursuivis, mais aussi de ce que font les personnes qui sont concernées par cet outil, de la manière dont ils gèrent leur relation avec celui qui l'utilise, celui qui l'emploie, avec ce qu'ils donnent à cet outil et
à comment ils le perçoivent. Et je pense que, outre la peur que peut inspirer, comme peut l'inspirer toute nouvelle technologie, il faut comprendre que comme tout outil, il a ses limites, que ces limites sont largement maîtrisables par l'homme qui a su largement maîtriser toutes les nouvelles technologies qui étaient nouvelles il y a 10, 50, 100, 1000, 2000, 3000 et ainsi de suite ans. Et que c'est certes quelque chose qui fait vibrer en ce moment parce que la réalité des choses est un peu nouvelle, mais on peut très bien l'inscrire dans les principes de bon sens, de bonne raison, d'humanité. Et que c'est quelque chose en fait qui se construit pas que par ceux qui le mettent en place. C'est quelque chose qui se construit au niveau de la société. Et il y a beaucoup de gens dans la société qui réfléchissent à la manière dont ça devrait marcher. Et je pense qu'il y a de quoi être confiant sur la manière dont ça peut se passer à l'avenir, même si les dangers, évidemment, sont très importants et ne doivent pas être minimisés. Voilà, je n'ai pas de vers à vous citer en particulier, mais j'espère que l'avenir de cette technologie sera bien moins dangereux et bien plus favorable au progrès de l'humanité tout entière que ce qu'on peut avoir comme doute et comme questionnement actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Basile Gullet, Jean-Emmanuel Ray.